Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec comme sujet aujourd'hui la projection sur le monde de demain. Quelques éléments techniques pour commencer. Donc vous l'avez peut-être vu, mais votre micro va rester fermé. Par contre, nous vous invitons à envoyer toutes vos questions dans le chat. Nos invités vous répondront avec plaisir. Et bien évidemment, vous retrouverez le replay dans quelques jours de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'ICSI. Je laisse la main à Yvan Boissière. Merci Donia. Bonjour à tous bienvenue à ce 6e webinaire de notre campagne Gestion des risques et Covid-19. Vous l'avez vu à travers le titre de ce webinaire, on aura aujourd'hui une orientation assez prospective puisque on parle beaucoup du monde de demain avec la Covid. On va donc s'interroger sur le travail de demain, le management de demain, l'activité de demain, les opérateurs de demain, de la sécurité de demain dans tout ça. Donc, vous connaissez aussi nos webinaires, vous êtes nombreux à y participer régulièrement et vous savez que ça s'inscrit dans un cadre plus large qui est une campagne gestion des risques et Covid-19 qui a 3 grands piliers. Un premier pilier qui correspond à un observatoire, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les webinaires, des webinaires de témoignages, de retour d'expérience de dirigeants industriels, mais aussi de regards d'experts extérieurs, comme on aura aujourd'hui avec Emmanuel Léon et René Malberti. Il y aura aussi dans cet observatoire la volonté de récupérer des tendances, des données avec nos membres, notamment industriels, sur comment ils ont géré et qu'est-ce que ça a changé en matière de gestion des risques. Et petit à petit, nous allons lancer des notes de tendance pour essayer de tracer un bilan un peu plus documenté de l'impact de la Covid sur la gestion des risques. Un deuxième pilier de notre campagne concerne des outils assez classiques à l'ICSI et à la FONCSI, de prospective, mais en travaillant ensemble avec l'ensemble des parties prenantes et notamment les groupes d'échange. Donc, le groupe d'échange Covid-19 a été lancé hier. Il se complémentera avec le groupe de travail FONCSI qui travaille un peu sur la même problématique, mais avec des modalités différentes, notamment des auditions d'experts internationaux. Et dans ces deux cadres, la réflexion, c'est en quoi la Covid nous réinterroge sur la manière de faire la sécurité. Quelle sera la culture sécurité de demain? Enfin, un troisième pilier de la campagne concerne, et c'est une nouveauté, un forte relation internationale, notamment à travers l'alliance avec 2 réseaux anglo-saxons qui sont Resilience Engineering et Naturalistic Decision Making, qui sont des modèles qui nous invitent à penser un peu différemment l'organisation, le travail et donc la sécurité. Et il y aura en point d'orgue l'organisation d'un symposium international qu'on pourra suivre à distance, qui aura lieu du 22 au 24 juin, et notamment une journée le 23 juin, ouverte aux industriels. Je vous en reparlerai un tout petit peu à la fin de ce webinaire, puisqu'il y a des prochains rendez-vous sur le sujet. Pour aujourd'hui, donc, je suis ravi d'accueillir pour ce webinaire Emmanuel Léon, qui est professeur à l'ESCP Business School, professeur de management et des ressources humaines, et qui est aussi directrice scientifique de la chaire Reinventing Work, qui est la chaire de l'ESCP, qui est une des grandes spécialistes actuelles des nouvelles formes d'organisation, de management, et on est ravi de partager avec elle ses travaux. Je suis aussi ravi d'accueillir René Malberti, qui est le directeur de la FONCSI, qui est membre de l'Académie des technologies et qui a un parcours très riche d'accompagnement des industries à risque, que ce soit dans la santé, dans l'aviation civile, dans les assurances, et puis qui, dans le cadre de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle, s'interroge sur les modalités que prendra la sécurité du futur. Merci à vous deux pour votre présence et je vous propose qu'on passe tout de suite au cœur du webinaire, questions. Il y aura 2 grandes questions, 2 grands moments qui seront posés aux participants, à nos intervenants. Le premier round concerne l'impact qu'a eu la crise de la Covid sur les transformations du travail, de l'organisation et du management que l'on pouvait constater jusqu'à présent. Donc, on peut dire qu'il y a eu des transformations forcées avec la crise de la Covid. Et ma première question s'adresse donc à Emmanuel Léon, vous qui êtes spécialiste de ces tendances, de ces évolutions qui avaient été assez prolixes sur
les leçons à tirer sur la Covid. Comment vous caractériseriez ces transformations en cours sur le travail, l'organisation et le management? Emmanuel, je vous laisse la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et je vous laisse la main aussi sur les transparents. Ok, merci beaucoup Yvan, merci pour cette invitation à ce webinaire. Là, j'ai plein de fenêtres qui s'allument en même temps, ignorer, accepter, etc., etc. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, parfait. Alors, oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est on est dans un vrai paradoxe parce que les transformations du travail, de l'organisation et du management, une des premières transformations, c'est que j'ai 8 minutes exactement pour vous en parler, ce qui veut dire que je vais être extrêmement concise puisque ce sont des sujets qui, moi, m'habitent depuis environ une vingtaine d'années. Je pense qu'effectivement, on est face à un phénomène d'accélération de transformation, pas de particulièrement nouvelles transformations. Il y avait plein de choses qui étaient déjà en cours et c'est là-dessus que je voudrais revenir parce que on a un peu le sentiment aujourd'hui que le monde, effectivement, le monde a changé, que les choses se sont accélérées, c'est vrai, mais tout ça ne date pas d'hier et c'est de ça dont je voudrais vous convaincre au travers de la première partie de ma réponse et je me minute pour rester vraiment dans le timing. Alors, première chose, donc là, hop, je clique et voilà, et normalement j'ai accès. On va dire quelque part qu'on est passé d'un monde que je vais qualifier d'industriel à un monde post-industriel. Alors, je ne sais pas si nous avons des personnes de renom, mais vous remarquerez que donc j'ai mis le technocentre comme étant assez emblématique de ce monde post-industriel. Donc, comment est-ce qu'on peut distinguer les deux ? Dans le monde industriel, le lieu de référence, très clairement, c'est l'usine. Ça va être la sirène qui va rythmer le temps de travail. Ce qui va me coûter cher, c'est de produire avant tout. Et le salarié de référence, c'est l'ouvrier. D'accord ? Ce monde industriel, bien évidemment, aujourd'hui, on voit qu'il a muté, qu'il s'est transformé. J'aime beaucoup l'analogie, enfin la métaphore utilisée par le professeur Jean-Emmanuel Ray, qui dit à l'époque du monde industriel, la probabilité qu'un ouvrier regardant sa voiture dise « Oh, elle n'est pas complètement finie, je vais la ramener à la maison et je la terminerai là-bas », ça n'arrivait pas. Dans le monde post-industriel, on voit bien que les choses ont changé. Le lieu de référence, c'est de plus en plus le centre de R&D. Le technocentre de Renault, c'était environ 12 000 cadres et ingénieurs. La population de référence, c'est beaucoup plus le cadre d'ailleurs, pour les Français, ou le manager en règle générale, que l'ouvrier. On le voit d'ailleurs à travers, excusez-moi, ça c'est mon côté professeur de ressources humaines, mais c'est tellement devenu le salarié de référence qu'on est obligé de le segmenter. Donc, brusquement, il n'y a plus de gestion des cadres, il y a de la gestion des hauts potentiels, il y a d'autres types de gestion, vous voyez. Donc, on est bien obligé de segmenter cette population parce qu'elle est trop importante. Ce qui me coûte de l'argent, c'est la R&D, c'est le marketing, c'est moins la production. Alors, à nouveau, je fais quelque chose d'assez général, mais on voit bien qu'il y a quand même une migration des coûts et on n'est pas forcément obligé d'être tous au même endroit en même temps pour travailler. Donc ça, c'est le monde post-industriel. Et alors attention, il y a des gens qui font cette espèce de confusion en disant on est passé de l'industrie au service. Pas du tout. Vous avez de l'agriculture post-industrielle, vous avez de l'industrie post-industrielle et vous avez du service post-industriel. D'accord ? Donc c'est vraiment juste pour voir qu'au niveau de l'économie et de la manière de fonctionner, les choses ont fondamentalement changé. Résultat des courses, ça nous donne quoi au niveau des situations de travail ? On a des situations de travail qui sont un peu des nouveaux espaces-temps. Alors, là, c'est, comment dire, d'ailleurs, excusez-moi, parce que j'aurais dû mettre, c'est Kurland et Bailey, fin des années 90, qui sont arrivés avec cette typologie que j'ai un petit peu revue parce que les termes avaient besoin d'être changés. Donc, ils disent, mais finalement, quand on regarde les choses, on passe du télétravail à temps partiel. Alors, pourquoi je dis télétravail à temps partiel ? Parce que je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quasiment pas du télétravail, c'est du travail à distance contraint dans un certain contexte. En règle générale, ce qui va arriver demain, ça va être du télétravail à temps partiel pour ceux et celles dont les postes sont télétravaillables et on reviendra dessus. On a les bureaux satellites qui sont, c'est un peu cette idée de se dire, finalement, j'ai des bureaux ou j'ai des espaces à moi, mais qui sont plus proches du domicile du salarié. Donc, je vais l'inviter à s'y installer s'il ne veut pas travailler de chez lui et qu'il a quand même envie d'être au bureau. On pourra y revenir aussi. J'ai les espaces de coworking qui font en ce moment, qui ont un succès énorme parce que comme on va plus au bureau, finalement on peut se retrouver plus facilement dans des espaces de coworking. Donc on a Morning, WeWork, Quert, etc. qui proposent des nouveaux concepts, des nouvelles tendances autour du coworking
Et on a des entreprises qui vont créer du corpo working, c'est-à-dire du coworking à l'intérieur, avec cette idée d'ouvrir de plus en plus l'écosystème, d'avoir des entrepreneurs qui viennent, des startups qui s'installent, etc. On a le travail nomade, donc ça c'est nos commerciaux, nos auditeurs, nos consultants, le réparateur de votre ascenseur. Tous ces gens-là, ils étaient nomades depuis toujours. Et puis, on a l'équipe virtuelle. Alors, cette fameuse équipe qui est séparée géographiquement, temporellement, culturellement, linguistiquement, etc. Alors, on est bien d'accord que ces nouveaux espaces temps de travail, évidemment, quelque part, pas tous, mais une grande partie, se sont développés dans cette ère post-industrielle, dans ce mouvement post-industriel. On va aussi être d'accord sur le fait que c'est quand même beaucoup plus facile de manager des télétravailleurs à temps partiel, que l'on voit quand même avec une certaine régularité normalement, puisqu'ils ne sont qu'à temps partiel chez eux et du coup à temps partiel au bureau normalement, bon, qu'une équipe virtuelle où là on démultiplie tous les challenges, parce qu'il va falloir gérer des gens qui autour d'un même projet, c'est l'idée d'une équipe, donc ils ont quelque chose à faire ensemble, ils partagent pas les mêmes référentiels culturels, ils partagent parfois même pas la même temporalité. Moi aujourd'hui j'enseigne et je pense que c'est Enfin voilà, on est tous amenés à enseigner à des personnes qui sont un peu partout et pour qui il est parfois très tard ou très tôt le matin. Challenge très faible en matière de management, challenge beaucoup plus élevé quand on est sur les équipes virtuelles. Et pour autant, moi, une des hypothèses que je fais quand je regarde ce qui se passe, c'est que globalement, quand je vais dans les entreprises et qu'on me parle d'équipe virtuelle, il n'y a aucune résistance managériale. J'ai pas une entreprise qui me dit, enfin d'ailleurs les entreprises ne disent rien, j'ai pas un manager qui me dit ah non Emmanuel, vraiment les équipes virtuelles, c'est tellement compliqué, on a arrêté, on fait des équipes non virtuelles, colocalisées et de même nationalité, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera plus. D'accord? Donc il n'y a pas de résistance. Par contre, le télétravail à temps partiel, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. N'oublions pas que des chiffres avant la crise nous estimaient à 7% le nombre de travailleurs salariés en télétravail de manière régulière en France. Donc, on était très en deçà d'un potentiel qui a toujours été estimé autour d'environ 25% de personnes qui pouvaient télétravailler à temps partiel. Alors, ce pourcentage est amené à augmenter dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est sans doute la plus grosse transition que nous vivons aujourd'hui. Mais on avait un vrai décalage. Et donc, quelque part, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est qu'on est peut-être passé dans un monde post-industriel, on est tous conscients de ça, mais pour autant, notre management, dans certains cas, est resté très industriel. Très industriel dans le sens où on aime bien savoir de quelle heure à quelle heure les gens travaillent, de quelle heure à quelle heure ils sont disponibles, on aime bien mesurer, on a toute cette approche d'indicateurs de performance sur lesquels on reviendra, qui s'est quand même bien démultiplié au cours des derniers mois. Donc, il y a encore des référentiels comme quoi le travail, c'est d'abord du temps que je passe dans un lieu. Et la discipline managériale, c'est quelque part de surveiller ce temps passé dans un lieu. Et nos contrats de travail ne nous y aident pas, parce que le contrat de travail, très souvent, c'est où est-ce que je vais travailler et combien de temps. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de sédiments du monde industriel qui nous bloquent, je dirais, pour aborder ce monde post-industriel dans lequel nous sommes rendus. Et le dernier point que je voudrais aborder si j'y arrive, voilà, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'espace, et c'est vrai que c'est très important, le bureau, les tiers-lieux, la maison, comment on organise ça, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les gens reviennent, et ceux qui n'ont jamais pu partir, qu'est-ce qu'on leur dit, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur l'espace. Pour autant, il y a deux autres dimensions qui me semblent extrêmement importantes à aborder. Il y a la question de la temporalité. Est-ce qu'on a besoin de travailler en synchrone ou est-ce qu'on peut travailler en asynchrone? Est-ce qu'on a besoin d'être sur les mêmes plages horaires ou pas? C'est quoi cette notion de disponibilité? Et on voit bien aujourd'hui dans beaucoup d'organisations que les télétravailleurs ont tendance à signaler leur engagement, et on vient de faire une recherche là-dessus, signalent leur engagement en étendant leur plage de disponibilité. C'est-à-dire, regardez, je ne suis pas là physiquement et je sais que c'est important pour vous de me voir physiquement, mais ce n'est pas possible. Et donc, quelque part, je me rends surdisponible pour témoigner de mon engagement. Il y a un moment où ça va avoir des impacts sur la santé. Et puis, le troisième élément, c'est l'activité. C'est-à-dire que le télétravail fonctionne très bien, et François Dupuis l'explique merveilleusement bien, fonctionne très bien pour des choses assez cadencées, séquencées, avec des tâches qu'on peut facilement délimiter. Là, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est dans la co-construction, la collaboration, la création, etc., il va peut-être falloir repenser la manière dont on aborde les activités, les tâches. Est-ce qu'on a besoin d'une réunion à chaque fois qu'on a besoin de travailler? Est-ce qu'on a besoin d'une équipe à chaque fois qu'il faut avancer? Point d'interrogation. Et au travers de ça, ça va nous amener évidemment à repenser
l'intégration, la culture, la transparence, upskilling, reskilling, bien-être et performance. Mais j'ai fait 8 minutes 32. Je m'arrête donc là. Merci. C'est parfait, Emmanuel. Merci. Je vais poser maintenant une nouvelle question, mais à René. Donc, Emmanuel vient de nous brosser l'accélération des transformations du travail et du management. Mais avant l'émergence de la Covid, il y avait une autre transformation majeure en cours dont on parlait beaucoup, c'était la révolution digitale. L'essor du big data, l'intelligence artificielle, la robotisation. La question que je voudrais poser à René, c'est quel rapport vous voyez entre cette lame de fond digitale et l'émergence de la Covid-19? Est-ce que ce sont les mêmes transformations qui sont en jeu ou est-ce qu'il y a des alternatives différentes, en particulier en ce qui concerne la révision des modèles de sécurité actuels? René, c'est à vous. Bonjour à tout le monde d'abord. Bien sûr, alors je vais attendre d'être transparent, mais la question est vaste et on est à un point où ce qu'on vit en premier, c'est cette résilience dont on fait preuve pour gérer le Covid. Alors, il y a une illustration extraordinaire, c'est celui de la santé, mais il y a une réalité qui est celle de l'industrie de façon générale. Tout ce qui était programmé, algorithmique, prévu, éclate un petit peu avec une immense crise comme celle du Covid. On est donc avec une sécurité qui se force à gérer de l'inattendu, des surprises, des situations dégradées qui deviennent la norme. Et on a bien évidemment cet héritage historique de la littérature qui s'est constitué dans les années 90 par les HRO, High Reliability Organizations, et puis juste après par le courant de Resilience Engineering, sur cette nécessité finalement d'une compétence humaine et organisationnelle qui doit rester centrale et qui se base sur deux points essentiels en fait. D'une part, il faut garder des marges dans le système parce que les marges permettent de gérer l'inattendu et il ne faut pas être déterministe, totalement déterministe. Il faut savoir avoir une vision qui, chaque jour, se réinterroge sur la possibilité de surprise, qui est une disponibilité intellectuelle plus que une logique qui voudrait absolument tout avoir sous la main en termes de situation. Alors, très certainement, ces postures qu'on vit aujourd'hui dans le cas du Covid sauvent des cas et des situations exceptionnelles pour lesquelles tout ce qui était prévu avant s'avère inadapté. Mais il faut aussi accepter que l'idée de calcul de démonstration de gain au niveau de la sécurité pour les cas standards est nettement plus difficile. Et souvent, j'utilise une métaphore qui est celle de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Si vous allez dans une situation de la santé aujourd'hui à l'hôpital et que vous demandez aux gens qui travaillent si ils doivent suivre les logiques prévues, ils vous diront que bien sûr, ils ne peuvent pas les suivre parce qu'elles sont juste inadaptées à ce qu'ils ont à faire dans ce contexte de Covid. Et donc, bienvenue à leur intelligence, bienvenue à leur capacité à produire de l'adaptation. Et en même temps, si vous demandez à ces gens ce qu'ils veulent pour le futur, c'est un retour aux conditions normales, c'est pas vivre en permanence dans la crise. Alors, ce courant de la résilience qui permet de gérer les cas rares, qui permet d'avoir une disponibilité face à l'inattendu, il est peut-être en compétition, il est sûrement en compétition pour la sécurité des grands systèmes, avec un autre courant, on va voir la slide suivante, qui est celui qui était dans la question de Yvan sur le digital finalement. On est dans un monde algorithmique quand on réfléchit sur le présent et le futur du système informatique et de la sécurité. On est dans quelque chose qui veut prévoir et qui veut prévoir avec des outils qui sont déterministes. Même si, quand on dit qu'on va mettre de l'intelligence artificielle, on entre dans quelque chose qui est moins déterministe que ne le serait un algorithme pur, on est tout de même dans une vision qui contrôle le système, qui le prévoit et qui le garde dans son domaine prévisible. Et cette lame de fond qui a commencé il y a déjà 5 ans,
et qui va se poursuivre jusqu'en 2030-2040, a de grandes chances de mettre ce que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire cette posture qui laisse une autonomie et une adaptation aux opérateurs à tous les niveaux de la chaîne managériale, se réduire considérablement, parce que finalement, la démonstration de sécurité qui est celle que l'on a besoin quand on est dans le système industriel, et qui est aussi celle qu'attend la société, risque d'imposer une domination totale de cette sécurité digitale qui va probablement faire florès en termes de capacité à produire de l'indicateur, qui va faire florès en termes de capacité à démontrer dans le domaine qui est prévu et connu une sécurité extraordinaire, évidemment papier-crayon, et qui s'exposera quand même aux très grands mais très rares risques que la société connaît. Donc elle ne nous garantira pas de cette sécurité pour les très très grands risques qui sont les très très rares risques liés à des très très rares crises, mais pour la démonstration quotidienne, sûrement, ce sera un point important. Alors, elle n'est pas exempte de difficultés. Et je rappellerai juste à ce point qu'elle s'associe à un deuxième phénomène qui est la désagrégation des entreprises. Elles se sont réduites au fil du temps, elles ont expurgé tout ce qui n'était pas central dans leur composante industrielle. Elles ont constitué des filiales, elles ont mis des filiales en compétition entre elles. Et évidemment, on parle de sous-traitance, mais il faudrait presque plus parler de cette désagrégation comme un processus de réseau d'entreprises, y compris interne. Et quand on a la puissance de la sécurité digitale à son service, très probablement, on va avoir la tentation de produire de plus en plus d'indicateurs, mais aussi de solutions ponctuelles qui viendront dans ces filiales et ces organismes constituant le réseau comme étant des solutions différentes. Et donc, on va ouvrir aussi un jeu à une industrie fragmentée avec une sécurité en partie fragmentée qui aura de grandes capacités de démonstration, mais qui devra faire face à des défis très importants d'homogénéisation et aussi des défis juridiques. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais si on a des solutions digitales différentes d'une société à l'autre, bien sûr, il faudra aussi l'accompagner d'une vision globale et juridique et assurantielle correspondante. Donc, on n'est pas dans des solutions miraculeuses. Et si je capture de façon finale ce que je voulais vous dire à ce niveau-là, on a sans doute deux grandes pistes. L'une qui est très présente, qui est celle de redonner à l'homme plus de participation, mais forcément sous une forme qui est plus résiliente et moins organisée en termes de déterminisme, plus difficile aussi à démontrer en termes de sécurité pour les cas normaux, mais dont on vit toute la nécessité dans le cas d'une très grande crise, face à une lame de fond qui est celle de la sécurité digitale, qui a la capacité de démonstration, qui a sans doute la capacité de stabilisation et de réassurance en matière de cas standards qui sont les plus normaux. Il faudra sans doute beaucoup d'efforts pour marier ces deux composantes parce qu'elles ont beaucoup de spécificités qui sont contraires l'une à l'autre. Merci René. Merci beaucoup René. On a des premières questions qui arrivent. La première, c'est est-ce que la révolution digitale a échoué pour gérer le risque de la Covid? Je redonne du coup la parole à René. Est-ce que alors, je fais répéter la question. Est-ce que la révolution digitale a échoué pour gérer le risque de la Covid? Non, je crois pas qu'on puisse dire ça du tout. Je pense qu'elle a simplement ponctuellement ouvert une fenêtre qu'elle n'ouvre pas d'habitude à une gestion parallèle qui était nécessaire parce que, évidemment, l'approche digitale ne suffisait plus dans un monde qui déborde le cadre prévu et stabilisé. Donc, elle n'a pas échoué dans le cadre prévu et stabilisé, mais dès qu'on en sort,
elle n'est plus l'outil suffisant pour gérer des situations qui ne sont pas prévues. Le monde digital gère le prévu. Et donc, le Covid a été l'opportunité de voir qu'il y avait des capacités de gestion qui n'effaçaient pas l'intérêt du monde digital, mais qui étaient à prendre en compte pour gérer le complément. Merci René. Alors, on a une autre question qui est toujours autour des solutions digitales. Là, cette fois-ci, je vais donner d'abord la parole à Emmanuel. La question est, ne peut-on pas aussi voir les solutions digitales comme une aide qui est amenée aux opérateurs, aux managers pour prendre des décisions plus éclairées en leur apportant une plus large représentation de la situation? Oula, vaste débat. Je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour répondre à votre question. Je crois par contre qu'elle souligne quelque chose qui me semble absolument central, qui est où est-ce que la décision se prend au final. Et c'est pareil, enfin, quand on parle de solutions digitales ou quand on parle d'intelligence artificielle, on est tous conscients de tout ce que ces outils, enfin tout ce que ça peut nous apporter hein, en information, en données, en réflexion, etc. Moi, je l'étudie un peu dans l'angle du recrutement ou sous l'angle de la mobilité, avec par exemple une intelligence artificielle qui va vous collecter des tas de renseignements pour vous dire qu'il vaut mieux promouvoir un tel qu'un tel, etc. Même si vous pensez que personnellement vous auriez plutôt tendance à promouvoir Dupont que Durand, mais l'IA vous dit d'abord Durand et ensuite Dupont. La vraie question qui va se poser, c'est pas tellement l'intérêt qu'on va avoir à regarder toutes ces données, c'est est-ce qu'au final j'ai le choix. Est-ce que moi, manager, demain, je peux continuer de choisir qui j'intègre, qui je promeux, ou est-ce que quelque part, ça va passer au travers de ces solutions digitales dont on parle parfois comme si elles avaient une vie propre. Voilà, comme si, je sais pas, elles n'existent pas toutes seules. Hein. C'est quand même, j'ose espérer, encore nous qui sommes derrière, encore nous qui les paramétrons, encore nous qui décidons de quelles données nous leur donnons à digérer avec tous les soucis qu'on peut avoir, d'ailleurs, parce qu'on sait très bien ce qu'on met à l'intérieur, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe dans le tuyau, ni pourquoi ce qui sort en sort. On a plein d'exemples comme ça sur l'intelligence artificielle. Donc, voilà, moi, j'axerais vraiment la question sur qui est responsable au final, qui prend la décision au final. Ça me paraît un point vraiment essentiel. Et puis, l'autre point qui me semble intéressant également dans ce que soulignait René, c'est cette différence entre alors je m'écarte un peu, mais différence entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire que ces solutions digitales, elles sont complètement dans le travail prescrit. Elles ne feront pas autre chose que ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, il va déjà falloir apprendre à les faire travailler intelligemment, hein, globalement. C'est à nous de le faire. Et puis, par contre, on est tous conscients que le travail réel, enfin, si on ne faisait nous-mêmes que ce qu'on nous a demandé de faire, il n'y a pas une entreprise qui tiendrait de plus de 24 à 48 heures. Et ce travail réel, il a été mis en lumière encore plus pendant la crise, parce que de facto, il a bien fallu que tout le monde contourne plein de règles dans tous les sens pour réussir à faire fonctionner les choses. Donc, je suis peut-être un peu optimiste, mais j'aimerais me dire que cette crise nous aura permis de remettre l'intelligence humaine au centre et non pas l'intelligence artificielle. Ok, alors on a une autre. Merci. Vas-y, René. Non, c'était juste, mais je voyais la question arriver, donc je voulais dire que, évidemment, on a une espèce d'opposition entre ce qui serait une approche qui est plutôt top-down, hein, une approche qui est calculée, anticipée et qui essaye de gérer le système dans sa sécurité sur un domaine connu. Ce qui ne veut pas dire un domaine normal. Je précise que le domaine connu, par exemple, mais c'est le cas dans toutes les industries, comporte autant de domaines incidentels que de domaines normaux, mais il est connu dans le domaine incidentel. Et donc, quand on parle de gestion, vraiment pour des cas totalement surprenants, c'est qu'on est vraiment très loin du domaine qui est normalement celui de fonctionnement d'une entreprise standard. Hein. Et j'ai vu passer une question qui était sur... Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y aura des super opérateurs humains qui géreront les cas les plus exceptionnels? Je suis aujourd'hui, en tout cas dans mon fort personnel, obligé de répondre qu'on n'a aucune démonstration de cela. Et que comme on voudra des démonstrations de sécurité, même en 2030, même en 2040, qui ont pour d'abord objectif de rassurer les riverains, la société et le système technique, on aura très probablement peu
de tentation à dire qu'une partie du domaine est juste gérée sans démonstration d'accompagnement par des humains qui peuvent improviser. Merci René. Alors, j'ai une question qui revient sur les équipes virtuelles pour Emmanuel. Est-ce que l'absence de résistance managériale aux équipes virtuelles n'est pas due à l'absence de choix? Physiquement, on peut être regroupé. Donc, est-ce que finalement, c'est le concept même d'équipe virtuelle qui fait qu'il n'y a pas de résistance managériale? Alors, oui, vous avez raison. C'est vrai que globalement, on n'a pas le choix. Alors, on ne peut pas être regroupé. Pour autant, il y a eu une période où, en fait, on était… Les équipes virtuelles, elles rentrent aussi dans des transformations des organisations, bon, qu'on n'a pas forcément pu aborder, mais on est au milieu des années 80. On va assister à ce qu'on appelle la mondialisation des systèmes productifs, c'est-à-dire le fait non pas seulement de produire, mais d'avoir également les centres de décision qui se répartissent de par le monde. Résultat des courses, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des structures organisationnelles un peu différentes, avec beaucoup de matriciels, avec beaucoup de projets, avec de facto, du coup, des équipes virtuelles qui vont se déployer. Alors aujourd'hui, elles font partie de la norme, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense que l'absence de résistance, alors je ne parle pas de la situation qu'on a vécue au cours de l'année passée, ça a toujours été comme ça. L'absence de résistance, elle est aussi faite à mon avis, l'équipe virtuelle ne remet pas en question le postulat que la personne est quand même dans un espace-temps qui appartient à l'entreprise. Et je crois que globalement, dans le télétravail à temps partiel, là on dit effectivement, on n'a pas le choix des équipes virtuelles. Le télétravail à temps partiel, demain, ça va nous poser un peu la même question parce que je ne suis pas sûre qu'on aura toujours le choix. C'est-à-dire que là, il va falloir effectivement opérer cette bascule pour un certain nombre de fonctions. Or, jusqu'à récemment, le télétravail, c'était quand même réservé à, excusez-moi, happy few, un certain nombre de personnes dont on estimait qu'ils pouvaient télétravailler, etc. Aujourd'hui, on ouvre les vannes et ça va amener à se poser encore plus de questions sur comment je gère. C'est-à-dire que mes télétravailleurs à temps partiel pourraient devenir de facto à un moment ou à un autre une équipe virtuelle. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais je crois que quelque part, la réticence qu'on avait sur le télétravail à temps partiel, elle était quand même très, très liée à cette vision du travail qui restait du temps que je passe dans un lieu. Et juste pour faire un petit aparté, il faut savoir qu'on a, alors très souvent on me dit ça c'est les Français, on a tendance à me renvoyer le présentéisme à la française. On a une étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2010-2012 à peu près, et ils arrivaient à démontrer que quand on voyait les gens au travail, on estimait qu'ils étaient plus fiables. Et quand on les voyait en dehors des heures de travail, c'est-à-dire des gens qui faisaient des heures sup, entre guillemets, on estimait qu'ils étaient engagés. Donc voilà, je voudrais juste rappeler ces éléments-là, ce qui veut dire que le rapport au temps et le rapport à l'espace, il n'est pas que franco-français. Merci beaucoup Emmanuel. Je redonne la main cette fois-ci à Yvan. Je vous propose maintenant d'ouvrir une deuxième partie dans ce webinaire, sortir de la crise de la Covid telle que nous la vivons aujourd'hui et projetons-nous sur le monde d'après. Il y a eu beaucoup de débats sur le monde d'après et je vous propose qu'on se recentre sur deux sujets. Ce serait quoi l'opérateur du futur? Ce serait quoi le management du futur? Vous savez que ces deux acteurs clés créent les cultures de l'organisation, aussi la culture de sécurité. On travaille beaucoup sur l'implication de ces deux acteurs en matière de sécurité. Donc ça peut être intéressant de s'interroger, de se projeter sur quel profil auraient ces managers dans le futur ou ces opérateurs du futur. Mais avant de donner la parole à nos deux intervenants, je vous propose une petite question interactive. Donc la question interactive, parmi les évolutions suivantes, laquelle vous semble la plus porteuse de progrès pour la sécurité du futur? Alors, comment ça va se passer? Vous allez avoir un lien qui va apparaître dans le chat, vous allez appuyer dessus et ça va vous amener vers cette question. Donc, parmi les évolutions suivantes, laquelle vous semble la plus porteuse de progrès pour la sécurité du futur? Et vous allez avoir à sélectionner une des options. Je vous laisse la main, à vous de jouer, un peu plus d'une minute pour que l'ensemble des participants répondent à cette question.
Allez, je vous laisse répondre. Nous en sommes à 68 personnes qui ont répondu. Alors, il y a toujours un petit décalage, 84 maintenant, 92. On va attendre à la centaine de personnes. Allez, nous sommes à 105. Yvan, tu souhaites donner quelques premiers commentaires? On a quand même deux évolutions qui nous font une bonne transition. Merci aux participants. On voit que c'est l'évolution des modes managériaux et puis la place laissée à l'humain, au facteur humain, qui semble être plébiscité. Ça tombe bien, c'est les deux sujets qu'on va approfondir avec Emmanuel et René. Emmanuel, donc, la question que je voulais te poser, c'est une façon de sortir par le haut de cette crise de la Covid, c'est de se reposer des questions un peu génériques sur le modèle et les compétences souhaitées du management de demain. Est-ce que, de façon un peu plus sereine, si on regarde un peu ce qui a évolué en dehors du forcé, qu'est-ce qu'on devrait garder selon toi et à quoi il faudrait faire attention dans la façon de manager et quel serait le profil de ce manager du futur? Je te laisse la parole et la main pour le PowerPoint. Ok, vaste question à nouveau. Alors, manager du futur, hein, c'est toujours pareil. Hein, moi, j'ai pas de. Si j'avais une boule de cristal, ce serait assez merveilleux, mais faut pas oublier que la plupart des gens qui font des projections là-dessus, font des projections à 20, 30 ou 40 ans, ils sont jamais là pour vérifier si c'est bien arrivé. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, alors si j'y arrive, pardon. 3 postures managériales que moi j'ai pu visualiser, expérimenter, découvrir pendant la crise de la Covid et qui étaient assez représentatives en fait de ce basculement brutal pour certains vers du management à distance. Alors, du coup, j'ai sorti un petit article qui est totalement disponible en libre, etc., libre accès. Donc, si vous ne le trouvez pas sur le site de l'ESCP, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous le ferai passer. Mais où j'essaye de distinguer finalement 3 postures. La première, c'est, on a vu des managers qui ont managé avec des œillères et qui continuent de le faire. C'est un peu triste, mais c'est un peu le cas aussi. Manager dans l'angoisse et puis manager autrement. Alors là, tu m'interroges plus spécifiquement sur le fait de manager autrement, mais avant qu'on rentre sur des sujets, et je serais heureuse d'y répondre aussi sur le thème de la confiance et autres, il faut quand même regarder ce qui se déroule de manière un petit peu plus globale. Alors, manager avec des œillères, vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé de manager avec des œillères, donc j'ai pris l'image d'un cheval. Manager avec des œillères, ça veut dire quoi? C'est le manager qui, en gros, se retrouve à distance et surtout, il va faire comme si c'était possible de ne rien changer. Comme si c'est possible de ne rien changer, je vais vous donner 2 exemples. C'est-à-dire qu'il enchaînait les réunions au bureau, il va continuer de le faire à distance, alors même qu'on sait qu'une réunion en virtuel est beaucoup plus fatigante, demande une préparation différente, demande une animation qui n'a rien à voir. Pour autant, il va quelque part prendre son agenda présentiel, le mettre en virtuel. Ça va donner des choses comme ça qui ne sont pas sans nous rappeler quelque part le travail à la chaîne. Donc, on peut dire que dans le post-industriel, on peut tout à fait se retrouver dans du travail à la chaîne où les réunions s'enchaînent les unes derrière les autres et où quelque part la réunion, dans certains cas, devient le lieu de travail. C'est-à-dire comme on n'arrive plus à avoir ces moments pour bosser, on colle des réunions dans lesquelles finalement on n'avait pas vraiment besoin d'être à plusieurs, mais c'est le seul moment qu'on trouve pour réussir à avancer. Donc, on a quelque chose de très embêtant de ce point de vue-là, et qui me semble malheureusement être relativement présent dans un certain nombre d'organisations, avec évidemment une fatigue absolue, puisque globalement aussi dans les réunions en présentiel, il y avait quand même un temps d'échange avant, après, il y avait le temps d'aller dans la réunion suivante, et il y avait tous ces moments informels, impromptus et propices aux échanges et à la créativité et à la collaboration que nous n'avons pas aujourd'hui, parce que globalement, dans une réunion, il y a quand même des gens qui sont invités et d'autres qui n'y sont pas. La probabilité d'une rencontre fortuite dans une réunion virtuelle, elle est quand même relativement faible. Du coup, ça s'est accentué avec un peu cette idée du multitâche. Alors, mesdames, messieurs, j'imagine qu'il y a parmi vous aussi bien des hommes que des femmes. Je n'ai pas voulu rendre ça genré, globalement, c'est juste que je n'ai trouvé que des femmes. Il faut croire que le multitâche et cette espèce d'idée que les femmes seraient plus douées que les hommes, c'est totalement faux. Il n'y a aucune étude scientifique valide qui le montre. Mais on a eu un petit peu cette espèce de volonté de réussir à tout faire à la fois. Et le télétravail, bien évidemment, augmente la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Et récemment, je discutais avec un DRH qui me dit ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tous vécu la même chose.
Non, on n'a pas quand même tous vécu la même chose entre ceux qui avaient une grande maison à la campagne, des enfants ailleurs et un travail totalement, comment dire, télétravaillable, etc. Et puis ceux qui étaient dans 30 mètres carrés à Paris avec éventuellement 1 ou 2 enfants et le conjoint qui télétravaillait aussi. On n'a pas vécu exactement la même chose. Le multitâche, il était déjà présent avant. Il est encore plus fort quand on travaille depuis chez soi puisqu'on essaye de tout gérer en parallèle. Juste un petit rappel, à chaque fois que j'interromps une tâche et que j'en démarre une autre, chacune de ces tâches va me prendre 20 à 30% de temps en plus, ce qui veut dire que globalement, ça va ajouter à la fatigue dont j'ai déjà parlé au niveau du manager. Du coup, ce qui est amusant aussi pour ce manager, c'est que la proximité, finalement, c'est le paradis perdu, quoi. C'était absolument génial. Alors, c'est amusant parce que si on se reprojette à il y a 1 an et quelques, vous aviez plein de gens qui râlaient en allant au bureau, qui ne supportaient pas leurs collègues, trouvaient leur manager insupportable, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'à partir du moment où on nous a retiré quelque chose, bien évidemment, on considère que c'était quand même absolument extraordinaire et on veut le retrouver. Pour autant, on va peut-être pas le retrouver exactement pareil parce que la proximité de demain, elle nous interroge. Si c'est ça la proximité de demain, si c'est se retrouver à 1 mètre les uns des autres, c'est-à-dire si c'est pour se retrouver au bureau, pour finalement ne pas avoir ces moments d'échange et de collectif et autres, l'intérêt du bureau, il est relativement faible. Pourquoi prendre les transports en commun pour faire quelque chose que j'aurais pu faire depuis chez moi? Donc aujourd'hui, on a énormément de réflexions dans les organisations sur c'est quoi ma proposition de valeur pour les bureaux de demain. J'enchaîne. La deuxième posture, c'est le management. Voilà, ils sont loin. Ils font quoi? Ils font comment? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit très clairement, manager dans l'angoisse, il y a 3 risques. Ces risques, ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas issus de la crise du Covid, ils sont quelque part emblématiques de certaines formes de management à distance. Un premier risque, c'est vraiment ce que j'appelle la pathologie du reporting. Ils sont loin, j'ai besoin d'être rassuré, donc non seulement je mets en place des indicateurs supplémentaires, voilà, ça me rassure beaucoup. Et puis, comme voilà, vous avez un manager hiérarchique, un manager fonctionnel, un chef de projet et j'en passe, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, moi j'ai des collaborateurs dans mes recherches qui m'expliquent qu'ils passent 2 jours semaine à reporter ce qu'ils font sur les 3 autres jours. Donc il y a un moment où trop, c'est trop. Et ça, c'est une tendance lourde dont il est compliqué de s'affranchir, mais il faut quand même être conscient qu'on est peut-être arrivé aux limites du système de ce point de vue-là. Et peut-être que les technologies vont nous aider. Deuxième risque, c'est tout ce que j'appelle la communication déshumanisée. Alors moi, quand j'ai commencé une de mes premières recherches, c'était dans un grand groupe industriel qui était passé en business unit matriciel et où le directeur général Europe s'interrogeait sur est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin. Et j'avais eu accès à un panel de collaborateurs et un panel de managers et les collaborateurs m'avaient dit la communication c'est une catastrophe et les managers m'avaient dit il n'y a aucun problème. Et quand j'avais creusé un peu, parce qu'évidemment, quand on est face à ça, on creuse un peu, heureusement, je m'étais rendu compte qu'on parlait de 2 communications. La distance ne pose pas de souci quand vous êtes au niveau du boulot, quand on parle de travail. Normalement, ça va, on arrive à trouver les mots, le vocable, même si on n'est pas dans la même langue, etc., c'est jouable. En revanche, sur tout ce qui est personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand je parle de personnel, c'est pas seulement ma vie personnelle, c'est aussi j'ai des difficultés de gestion d'un tel, j'ai un problème dans la filiale en matière d'organisation des espaces, etc. Et là, j'ai pas forcément le vocabulaire, je me sens pas forcément à l'aise pour déranger mon manager, j'ai quand même ce sentiment-là. Ce qui fait que la communication devient extrêmement efficace, trop efficace. On en oublie de, voilà, on va pas perdre du temps à se remercier parce qu'on est à distance. On l'aurait fait dans un couloir, on aurait croisé la personne, on lui aurait dit merci. Mais là, tous ces petits moments, on est obligé de les prévoir. Sinon, ça ne fonctionne pas et la communication peut devenir une sorte d'audit, audit des résultats, ce qui fait que moi, j'ai des personnes qui me disent, quand j'ai un coup de fil, c'est qu'il y a un problème. Il y a un moment, j'ai plus tellement envie de décrocher. Et puis, le troisième risque, c'est effectivement cette idée de loin des yeux, loin du cœur. Et dans une recherche qu'on a menée, on a réussi à démontrer qu'en fonction de la manière dont l'entreprise visualisait la manière dont les employés pensaient que l'entreprise était réellement pour, je ne parle pas juste de dire ok, on n'a pas le choix, c'est le télétravail, mais je parle d'entreprises qui vraiment accompagnent, trouvent que c'est une bonne idée, une bonne solution, et puis des entreprises qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais en fonction de ça, vous avez un bien-être au travail et une productivité, une performance qui sont très variables. Donc, quelque part, le climat, le contexte de l'entreprise, la manière dont elle perçoit le fait que les gens travaillent à distance va avoir un impact très lourd. Ce n'est pas juste le manager et le collaborateur. On a vraiment une co-responsabilité à 3 niveaux, l'organisation, le management et le collaborateur. Alors, la troisième posture, et j'en resterai là, c'est l'idée un peu de manager autrement.
Alors évidemment, là, ce serait encore un développement un peu trop long. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de regarder avec vous quelques principes clés. Alors, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, 7, ça me paraissait déjà pas mal. Le premier, ça va être de réfléchir réussir à s'affranchir de ce réflexe présence-travail. Hein, je vous disais, il est présent dans d'autres cultures que la nôtre, mais déjà, en être conscient, c'est une première étape. Ne pas confondre le management par objectif et le management par résultat. Je m'explique, on a tendance à dire ah ben maintenant il va falloir déléguer, faire confiance et manager par objectif. Oui, mais ça ne veut pas dire s'intéresser qu'aux résultats. Ça veut dire que globalement on a aussi vocation en tant que manager, ou sinon on n'est plus manager, on est autre chose. Il faudra retravailler ça. On est peut-être super auditeur, j'en sais rien, mais sur comment ces résultats-là ont été obtenus. Hein, le besoin de feedback, je dirais qu'à distance, il est encore plus exacerbé qu'en présentiel. Planifier des échanges informels et gratuits. Bah oui, on n'a plus la possibilité de faire ça de manière impromptue, etc. Et ça me semble être un des risques du retour au bureau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des managers le caler dans leurs agendas. Quand ils sont de retour au bureau, ils se diront peut-être, il n'y a plus besoin. J'en suis pas si convaincue quand on va être dans un mode hybride. Rendre l'implicite explicite, éviter l'improvisation, et voilà, on est obligé d'être beaucoup plus structuré, beaucoup plus détaillé, on est obligé de se répéter. Là, je lisais un article, on parlait même du Chief Repeating Officer, hein, celui qui répète en permanence pour que les gens aient bien compris. Définir des normes de comportement avec son équipe. Donc ça, c'est vraiment comment on fonctionne, avec quels outils, comment ça se passe, comment on s'écrit, quand est-ce qu'on se parle, etc. Il y a un moment où on ne peut pas juste se dire on faisait ça en présentiel, on fait ça à distance, ça ne marche pas. Articuler vie privée et professionnelle, bon, c'est encore un autre champ. Et puis, surtout, avoir une réflexion conjointe sur l'espace physique et l'espace digital. On a découvert des tas de choses dans l'espace digital. Il ne s'agit pas de se dire, on retourne au bureau, on met tout ça de côté. Je crois qu'il y a des choses assez extraordinaires qui se sont déroulées. Moi, je travaille avec pas mal d'organisations qui aujourd'hui font vraiment des retours d'expérience pour essayer de sortir le meilleur des deux mondes. Et c'est ce vers quoi j'espère qu'on va aller demain. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. On a brossé quelques traits possibles du manager du futur. On va s'intéresser maintenant à l'opérateur du futur. C'est justement un des sujets sur lesquels la Fondation, la FONCSI, travaille avec toi, René Malberti en particulier, puis plein d'autres spécialistes. Si on devait se projeter à 2030-2040, il ressemblerait à quoi ce travailleur du futur? Et s'il y avait une tendance que tu souhaiterais partager, qui te semble pertinente, ce serait laquelle? Alors, il y a beaucoup de tendances en fait, mais on pourrait essayer de faire en tout cas un résumé en commençant par dire quelque chose qui va vraiment être extrêmement vrai en 2030, peut-être tout autant vrai en 2040 et commencer à être un peu moins vrai en 2050-2060, nous aurons un passage avec 3 générations ensemble au travail. Et ce n'est pas le moindre des problèmes que nous aurons à gérer, parce que ces 3 générations, à la fois une génération qui reste travailler plus longtemps parce que la retraite est repoussée, une génération intermédiaire et une génération de millénium, vont avoir des aspirations différentes. On imagine assez facilement qu'ils auront des vécus différents entre ceux qui auront été élevés dans le monde du digital et ceux qui auront une ancienneté qui s'est construite avant le digital. Mais on peut aussi imaginer très très simplement cette idée de l'autonomie, de la carrière et du blocage que peut représenter 3 générations ensemble au travail, avec les plus anciens qui seraient les grands managers et qui seraient aussi ceux qui sont les plus loin en matière d'aspiration par rapport aux jeunes générations, et notamment en matière d'autonomie, en matière de reconnaissance de la compétence. Donc on a de ce côté-là un début de réponse qui commence par des pays qui ont pris de l'avance. Et je voudrais vous citer celui du Japon. Le Japon a voté la retraite à 70 ans dès aujourd'hui et à 75 ans en 2025. Et en même temps, évidemment, développe une attention particulière à comment elle va gérer cette coexistence de 3 générations. Et une des idées fortes, c'est finalement de faire partir les plus anciens de leur position managériale pour les mettre dans d'autres positions et laisser ainsi le système évoluer en matière de carrière pour ceux qui viennent derrière. Alors faire partir vers où? Vers de la formation, mais on sait, et ça sera sans doute un défi, que justement la jeune génération ne reconnaît pas forcément la compétence de l'ancienne génération. Donc utiliser les anciennes générations
pour former les jeunes risque d'être un vrai défi. Là encore, le Japon prend un peu d'avance puisqu'ils sont déjà sur le sujet et ils réfléchissent sur des formations aux plus anciens pour devenir formateurs des plus jeunes. Je ne sais pas si ça sera notre vision en France, mais en tout cas, ça m'amène à un second point. C'est que nous commençons à nous mettre dans une situation qui pourrait être celle d'un retard à l'allumage, parce que dans le fond, cette question va se poser forcément chez nous. Et dans l'idée de la transformation digitale dont je vous entretenais avant, on a un fantastique problème de compétences en France et en Europe. Nous sommes en train de rater d'une certaine façon ce que fait bien l'Asie, c'est-à-dire la transformation des compétences des anciens sur le monde digital. Notre système de formation continue est en panne de ce côté-là. Et nous sommes également en train de ne pas former assez de jeunes ingénieurs pour répondre à ce que l'on aura besoin en matière de sécurité digitale dont on parlait juste avant. Donc, nous allons progressivement nous mettre dans une situation de manque de compétences sur des domaines très importants, avec cette fracture des générations dans l'entreprise, mais qui, d'une certaine façon, va laisser place à, sans doute, qu'on manquera de compétences, des contractualisations et des formations externes qui viendront appuyer la compétence de l'entreprise. Et donc, on est dans un monde qui, 2030, c'est juste demain, va se transformer à une vitesse très, très grande, peut-être avec beaucoup de retard, mais quand on sera sur le mur qui va se présenter entre 2025 et 2030, on sera obligé d'accélérer avec beaucoup de douleur sans doute dans l'entreprise. Alors, ces modèles qui nous viennent d'Asie sont sans doute des modèles qu'il faut considérer, même si nous pouvons avoir des réponses européennes différentes et françaises différentes. Ce n'est pas une condamnation de copier l'Asie, mais c'est sûrement un moment, compte tenu du déterminisme qui est écrit déjà, de cette transformation qui va se produire d'ici 2030 en matière de nécessité de nouvelles compétences, en matière de cumulation de générations au travail. C'est sans doute un moment clé entre 2020 aujourd'hui et 2023 où nous devrons faire des virages qui préparent l'adaptation de l'entreprise. C'est un grand, grand défi. Alors, je voudrais dire que nous ne sommes pas les derniers de la classe, nous ne sommes pas les pires, nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes simplement dans ce grand train européen de retard. Et aujourd'hui, c'est une perspective qui est très prioritaire au niveau de la Commission européenne pour les métiers technologiques et leur projection et leur disponibilité en termes de gestion de carrière en 2030-2040. C'est également un des sujets récurrents de Davos, dont vous avez sûrement entendu parler, cette grande messe de tous les grands industriels, parce que c'est un vrai sujet de l'organisation de l'entreprise de demain, de la position managériale, de la gestion des carrières et de la compétence qu'il faut commencer à gérer. Et nos systèmes, tels qu'ils ont été construits dans les années 2000-2010, sont très probablement extraordinairement inadaptés à faire ce saut que peut-être des systèmes plus jeunes comme ceux de l'Asie ou plus tard ceux de l'Afrique, dont je vous rappelle qu'ils seront très majoritairement en termes de démographie les acteurs de la fin de ce siècle. Hein. Pour 9 milliards de personnes sur la Terre, il y aura 4,5 milliards d'Africains et 2,5 milliards de personnes en Asie. Et le reste du monde sera extrêmement minoritaire, et particulièrement les pays européens qui auront pour une grande partie d'entre eux perdu de la population et non pas gagné de la population. Et donc on a là des très très grands défis de demain qui vont polisser finalement la manière dont on regarde l'opérateur de demain, au-delà des caricatures qui seraient de dire que la jeune génération a moins de volonté ou a plus de volonté ou est moins stable dans l'entreprise. Tout cela sera très largement moins important qu'une vision systémique sur un phénomène qui, pour terminer, et je le répète, est juste
demain et a déjà commencé. Merci René. On a des questions à vous poser. Oui, on arrive à la dernière séquence de questions-réponses. La première pour Emmanuel, est-ce que finalement cette nouvelle manière de télétravail, est-ce qu'elle ne nous ramène pas à une séquence pré-industrielle où de nombreuses activités étaient réalisées au domicile, peut-être à la différence près qu'aujourd'hui, il y a une plus grande prise en compte, voire une obligation de la prise en compte de la gestion du multitâche. J'active le son. Oui, c'est un très bon point. Effectivement, on peut revoir le monde pré-industriel où finalement, il n'y avait pas… La segmentation entre la vie privée et la vie professionnelle, elle commence vraiment avec l'ère industrielle. Donc, c'est vrai qu'auparavant, bon, l'agriculteur, il travaillait chez lui. Faire la distinction entre le moment où il travaillait et le moment où il était chez lui. Enfin, on voit bien que même les espaces étaient… s'interpénétraient les uns les autres. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai. On avait aussi des personnes qui travaillaient pour aller ensuite déposer chez les marchands des biens qu'ils avaient préparés, que ce soit du métier à tisser. Enfin bon, donc beaucoup de personnes travaillaient plus chez elles. La différence, c'est qu'on a quand même mis en place quelque chose qui s'appelle le salariat. Donc, on a quand même quelque chose d'un petit peu différent. Et si vraiment on veut faire l'analogie avec le pré-industriel, je pense qu'il ne faudrait pas regarder le salariat. Il faudrait plutôt regarder les travailleurs des plateformes. Ce serait sans doute plus en lien, entre guillemets, puisque là, on peut se retrouver sur des personnes qui, effectivement, sans lien salarial, travaillent depuis leur domicile. Ce serait peut-être plus… je verrais plus l'analogie là. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, cette fois-ci, une question pour René. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une phase un peu de désindustrialisation interrompue et que celle-ci sera vraiment le facteur d'amélioration de la sécurité industrielle? Autrement dit, des usines, alors ici, j'imagine plutôt en Europe de moins en moins nombreuses et loin là-bas, en Asie, de plus en plus développées. Écoute, ma réponse, j'espère que non. J'espère que non, même si, évidemment, on y lit une posture de nos sociétés qui est moins favorable à la technologie proche d'eux en termes d'usines que dans les sociétés asiatiques, mais je ne l'espère pas parce que si nous devions perdre le travail, nous perdrions aussi beaucoup plus que le travail, nous perdrions tout un pan social de l'équilibre de la société. Donc, il y a une vraie défense à garder nos usines et sans doute dans ces usines, la manière, ou dans les industries de façon générale, la manière dont elles seront construites sera plus internationale et dans la manière dont la sécurité sera assurée, elle sera moins à l'intérieur même uniquement de l'entreprise, mais avec sans doute des sous-traitances externes qui construiront une partie de la sécurité. Dans ce monde digital, on n'y échappera sans doute pas, mais c'est une transformation qui ne veut pas dire qu'on quitte le territoire. C'est une transformation qui touche à la structure de l'entreprise. Merci beaucoup, René. Alors, une dernière question avec, s'il te plaît, une réponse rapide, Emmanuel. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un modèle adocratique ? Une réponse rapide sur ce sujet-là. Non, là, je vais pas être en capacité avec. Non, je pense que je vais pas être en capacité de répondre parce que là, on ouvrirait carrément un nouveau champ de discussion sur lequel je vous encourage vivement d'ailleurs d'organiser peut-être un prochain webinaire. Et puis honnêtement, c'est pas mes champs de recherche privilégiés. J'aurais juste voulu, si c'est possible, réagir sur l'aspect génération. Je crois que René a tout à fait raison quand il dit parfois on met sur les jeunes des attentes qui sont pas si claires que ça. Hein. Toutes les études académiques sur le domaine montrent que entre la génération X et la génération Y, il n'y a pas des différentiels si importants en matière d'attente sur le monde du travail.
En revanche, moi, ça m'interpelle sur plusieurs choses. La première, c'est que quelque part, nous sommes une génération, parce que la génération, ça peut être à la fois quand est-ce qu'on est, mais ça peut être aussi ce qu'on vit. Donc, on sera la génération Covid. On aura tous vécu le Covid. Alors, on l'aura vécu différemment, mais c'est aussi une manière de définir une génération. C'est pas très glamour, mais bon, quand même. Et puis, il y a aussi, du coup, un autre élément pour les générations. Vous voyez, les générations, c'est aussi des événements personnels qui vous arrivent. Parfois, si vous avez, je sais pas, si vous avez un enfant à 40 ans et que vous avez un collègue qui l'a à 22, vous allez vous sentir assez proche en matière de nuit passée, à ne pas dormir, etc. Donc, ça aussi, ça peut constituer une génération. Donc, je trouve que voilà, c'est un sujet hyper intéressant, mais à prendre avec, voilà, c'est pas comme si on avait un truc aussi linéaire qu'on pouvait l'avoir auparavant. Et je voudrais revenir sur le rapport de force. Bon, il y a un moment, on ne parlait que de ça, hein, du talent management, des jeunes générations et autres. Moi, je pense qu'on est beaucoup dans un registre quand même de rapport de force, c'est-à-dire globalement aujourd'hui, moi j'enseigne à beaucoup de jeunes, ils n'ont pas vraiment le sentiment à ce stade d'avoir un rapport de force particulièrement en leur faveur en matière d'accès à l'emploi et autres. Donc, je crois que ce qu'on leur fait endosser parfois, n'oublions pas que la génération Y est une création médiatique, consulting, qui a surtout permis de lancer des tas de séminaires sur attirer et fidéliser la génération Y. Mais à nouveau, on parlait de quelle génération Y? On parlait d'un pourcentage infime, hein, parce que moi, je vois personne se précipiter sur le livreur des Deliveroo en lui disant « tu es génération Y, je vais faire des choses avec toi ». Je suis désolée, c'est un sujet qui me perturbe un peu, parce que je trouve que des fois, quand on parle de génération, on a tendance à penser à une toute petite partie de cette population. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, nous arrivons au terme quasiment de ce webinaire. Donc, sachez que ce webinaire sera bientôt disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'ICSI. Et je donne le mot de la fin à Yvan Boissière. Très vite, pour rester dans les délais, je voulais bien sûr remercier très, très vivement Emmanuel et René pour avoir partagé avec vous des sujets sur lesquels ils passent beaucoup de temps et pour nous avoir donné un peu de temps aussi dans un agenda qui, je sais, est très chargé. Je crois que c'est très stimulant pour penser, il y a des pistes qui sont toutes ouvertes pour penser le monde de demain et c'est dans ce cadre-là qu'il faudra réfléchir à la sécurité de demain. Donc on va continuer à réfléchir à ça ensemble, mais c'est intéressant de s'interroger sur dans quel contexte organisationnel, du travail, des opérateurs, ça va se faire. Si vous souhaitez prolonger ces interventions très stimulantes, nous vous conseillons de vous connecter. Le mieux, c'est de se connecter par LinkedIn, donc directement à Emmanuel Léon, au LinkedIn de la FONCSI pour René. Puis, il y a un certain nombre de documents aussi qui sont libres d'accès, qui sont très intéressants. 2 articles de The Conversation qui sont publiés par Emmanuel, plus un livre blanc. Vous pourrez aussi télécharger sur le site de l'ESCP sur ces questions du travail à distance. Et pour la FONCSI et René Amaberti, je ne pourrais que vous conseiller également de regarder la collection des livres publiés chez Springer, qui sont des bilans de l'état de l'art scientifique sur plein de sujets au cœur de nos préoccupations. Et puis peut-être plus particulièrement sur l'analyse stratégique de l'opérateur du futur. Il y aura des nouveautés régulièrement sur le site de la FONCSI. Les prochaines étapes, merci à tous pour votre participation. On espère vous retrouver au prochain rendez-vous de cette campagne avec un prochain webinaire. On va reproduire un duo qui fonctionne bien, ESCP, ICSI FONCSI, puisqu'il y aura Hervé Laroche côté ESCP et Jean Pariès côté ICSI FONCSI qui nous parlerons de nouveaux modèles pour penser la sécurité du futur, Naturalistic Decision Making, qui est un modèle de prise de décision, et puis la résilience organisationnelle, et qui préparera un autre rendez-vous, notamment en juin, ce symposium international que vous pourrez suivre à distance, vous pourrez vous y connecter, regardez sur le site de l'ICSI. C'est du 22 au 24 juin, et en particulier réservé la journée du 23 juin qui sera dédiée aux industriels avec des interventions de dirigeants et d'experts de très haut niveau international. Merci à tous. Continuez à suivre nos actualités pour être au courant de ce que vous pourrez suivre. Merci encore Emmanuel, René. Merci à tous pour votre présence. Et puis à la prochaine pour de nouvelles réflexions et échanges sur ces sujets. Merci beaucoup. Au revoir.